coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et oui, une revenante. La première question que je me suis posée en allumant ce téléphone, c'est est-ce que je saurais encore faire ça? Écoutez la réponse dans quelques instants, la réponse même maintenant. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai enfin réussi à trouver un petit créneau pour tourner une vidéo puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Et toutes ces choses sont dans ce petit carnet. Il y a des lectures. Il y a des lectures. Pardon, j'ai le couteau parce qu'en fait j'ai un colis à ouvrir. Il y a des lectures, il y a des séries, il y a de la musique, il y a des concerts, il y a une ouverture de colis, une réception. Je me demande s'il n'y en a pas une autre. Maintenant, il y a eu une réception des éditions Fleuve que je vais vous présenter dans quelques instants. J'ai reçu également 2 livres des éditions Charleston, le dernier Mélusine Huguet et le dernier Julien Rampin. Je vous mets les couvertures ici que vous avez dû voir passer énormément sur les réseaux sociaux au moment de leur sortie. D'ailleurs, je ne sais pas par lequel commencer puisque les deux me font terriblement envie. Le dernier Mélusine Huguet, Un jour de plus de ton absence, a été un coup de cœur de dingue pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est le genre de livre où on s'attend à quelque chose, ou en tout cas on suppose une situation, une histoire, des conséquences, des actes et des conséquences, et en fait on découvre que on se plante complètement. Enfin en tout cas moi je l'avais pas du tout compris ce qui se passait réellement. Enfin bref, voilà, j'extrapole là, ça y est, ça commence déjà, mais voilà ce que j'ai reçu. Celui des éditions Fleuve, je vais vous le présenter parce que je suis pas sûre que vous en avez entendu parler. En même temps il sort au mois d'août, donc normal. Mais je vais commencer par l'ouverture d'un colis, le dernier colis des éditions de Relevant, puisque c'est un colis que j'ai reçu il y a quasi 3 semaines, sauf qu'en fait il a été envoyé chez mes parents et que du coup je ne voyais pas mes parents avant là il y a 2 jours. Du coup j'ai récupéré le colis il n'y a que 2 jours, donc je vais l'ouvrir maintenant et vous présenter du coup la dernière parution des éditions Hurlevent. Hop là, allons-y pour une petite ouverture en direct. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que j'ai vraiment adoré ce roman. Je l'ai littéralement dévoré quand on a reçu les épreuves non corrigées il y a un moment maintenant. C'est le livre vraiment parfait pour l'été. C'est un espèce de huis clos dans une villa avec des personnages hauts en couleur, la jeunesse dorée de Lyon. Attendez, en fait j'ai envie de vous parler de l'histoire, mais j'ai envie de vous en parler avec le livre entre les mains. Voilà donc le livre en question, Nuit d'orage à Haute-Rive. Hop là, avec toujours la petite playlist qui va bien, le dessin, le marque-page, donc l'auteur Juliette Galliani, la carte postale, je regarderai par qui a été réalisé le dessin. C'est rigolo parce que la villa dans laquelle gravitent tous ces personnages, je vais vous en dire plus juste après, je n'imaginais pas du tout comme ça. J'imaginais plutôt une villa du 18e, fin 18e, début 19e. Villa qui aurait un peu traversé le temps, traversé les familles, mais pas ce profil un peu antique avec un chapiteau, des colonnes, du marbre. Mais c'est rigolo du coup de voir les différentes visions. Qu'est-ce que j'hésite en fait entre vous lire un extrait de mon avis, le résumé. Je vais commencer par le résumé. Été 1954, Lyon, comme chaque année, l'illustre famille des Bel-Amis se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement le plus funeste. Et du coup, j'avais écrit, enfin en tout cas l'extrait de ma critique qui a été retenu est la suivante.
J'ai eu cette sensation d'être plongée dans un cluedo littéraire entre un policier à la Christie et un cosy mystery auquel on ajouterait une jolie pincée d'histoire familiale. Le rythme est intense, en prise avec une temporalité estivale restreinte, offrant une vivacité perpétuelle absolument délicieuse. Avec bien entendu toujours la petite playlist à retrouver du coup sur Spotify et il y a de nouveau des... C'est rigolo parce que je retrouve en fait dans cette Je l'ai éternée, on retrouve les mêmes compositeurs, les mêmes styles de musique que le dernier livre de Sarah que j'ai ici, Les figures de Wakefield Manor, du Hans Zimmer, j'ai vu du Max Richter, John Williams. Là elle y ajoute en plus Juliette, donc il y a Mario Darianelli mais du Ludovico Einaudi qui est quand même mon compositeur de musique contemporain préféré. De nouveau on retrouve vraiment une lecture hyper agréable avec des interlignes et des marges qui permettent, enfin voilà, une lecture hyper confortable, on va dire ça comme ça. Les chapitres qui sont introduits par ces petits... Ah, c'est rigolo. Attendez. Ah oui, j'avais pas vu. Nous avons des petits ciseaux d'époque avec des petites gouttelettes de sang. Enfin voilà, vraiment encore une fois... un roman hyper qualitatif à la fois dans l'édition mais à la fois bien entendu dans l'histoire et la façon d'écrire. Excellent. On a une vraie fausse invitation à un bal des Belles Amies qui se tiendra du coup à la Villa Autrive le samedi 21 août à partir de 18h. Très jolie cette vraie fausse invitation. Nous avons, ah ouais, alors ça j'adore, un vieux magazine de mode. Vous allez comprendre encore une fois, les filles des éditions Hurlevent font en sorte à chaque fois que nous ayons des box avec des goodies, même si là clairement on est vraiment sur plus que des goodies, mais qui ont bien entendu un lien avec l'histoire. Et là nous avons une vieille version d'un magazine Elle, donc bien entendu vous l'aurez compris avec les petits ciseaux de couture plus cet ancien numéro du magazine Elle qui date de quand d'ailleurs? Et ben juillet 1954, bien entendu, les filles font vraiment bien les choses. Voilà, vous l'aurez sûrement compris, nous allons être sur en partie l'univers de la mode. Qu'est-ce que nous avons là? Oh génial, oh là là, c'est trop beau. Un vieux petit ciseau de couture. Non mais j'adore, magnifique, très beau. Ça va être très joli ça pour faire une belle photo. Nous avons bien entendu toujours le sachet de thé ici. Oh, il s'agit d'un thé blanc champagne ananas fraise. Attendez, je vais l'ouvrir. D'habitude, je fais pas ça parce que comme j'ai toujours des sachets en attente, j'attends toujours un peu d'avoir fini mes sachets en cours avant d'en commencer un nouveau. Mais là, vraiment, pour le coup, ça m'intrigue. Est-ce que je vais faire une bêtise? Laura ne fait pas... Ah, j'ai trop envie de sentir. Je vais faire une bêtise. Je sentirai après. Non, j'arrive pas à sentir. Je sentirai après, mais là, franchement, le champagne ananas fraise... pas mal. Nous avons une impression. Alors, de quoi il s'agit? Oh, super beau. Lyon, 14 juillet 1954. Excellent. Regardez. Une très belle affiche avec le programme du 14 juillet, le discours du maire, le défilé des pompiers, le verre de l'amitié, le bal, place Louise Labbé, le feu d'artifice à l'esplanade. Il y a une scène dans le roman qui représente tout à fait ça. L'affiche est vraiment très belle. Il y en a une encore qu'il faut que j'encadre, que j'ai pas encore pris le temps d'encadrer parce que, enfin, que les filles nous avaient offert parce que je veux absolument trouver le cadre parfait. C'est bon, j'ai fait le tour.
Donc je vais pouvoir vous parler un peu plus de ce roman maintenant et surtout de ce que j'en ai pensé un petit peu plus précisément. Donc comme je disais, Nuit d'orage à Haute-Rive se déroule à l'été 1954 dans une très belle villa sur les hauteurs lyonnaises. Donc moi j'imagine vraiment une villa comme je vous le disais fin 18e, début 19e avec des balcons en fer forgé avec vous savez ces espèces d'orangerie tout en verre et en fer forgé, de belles beaux windows, des fenêtres en forme d'œil de bœuf. Enfin voilà, j'imagine vraiment cette ambiance de villa avec l'escalier un peu, le grand escalier en colimaçon qui monte dans les étages, une maison faite en tuffeau, un parc arboré avec des grands pins, pourquoi pas un épicéa, des chênes, plein de petits coins où on peut se promener, où on peut se cacher, une mare au canard. Enfin voilà, j'imagine vraiment quelque chose de très chaud, mais à la fois quelque chose de très frais aussi j'allais dire dans l'ambiance météorologique, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, dans l'air en fait, comme s'il y avait une espèce de brise, à la fois une chaleur, une grande piscine à l'arrière de la maison. Enfin vraiment j'imagine ça et j'imagine voilà cette famille, belle amie qui se retrouve, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines qui se retrouvent tous les étés dans cette villa autour du patriarche Serge Bellamy, qui n'est plus tout jeune. Et pour cette famille, c'est un peu une espèce de tradition. Et tous les étés, les cousines se retrouvent dans cette maison avec leurs parents, avec leurs grands-pères. Et là, on sent que c'est un petit peu l'été de tous les virages pour tout le monde, puisqu'il y en a une. Alors, j'ai écrit les noms parce que ça fait un moment que je l'ai lu, donc ma mémoire au secours. Il y a du coup Éléonore, Adèle, Hortense et Gabrielle, qui sont du coup quatre cousines autour du coup du grand-père qui est du coup Serge Bellamy. Serge Bellamy a eu 3 enfants, donc Nathalie, Édouard, Bertrand. Nathalie a eu Gabrielle, Édouard a eu Adèle et Léonore, et Bertrand a eu Hortense. Gabrielle, c'est voilà, la jeune fille qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, et puis c'est un peu l'ambiance familiale où les parents sont un peu en concurrence vis-à-vis de leurs enfants, des projets de leurs enfants, des diplômes de leurs enfants, de la réussite future ou non de leurs enfants, que ce soit d'un point de vue professionnel ou marital. Donc Gabrielle, c'est un petit peu la brebis galeuse de la famille où clairement elle n'a pas de projet, elle ne sait absolument pas ce qu'elle veut faire. Elle adore, elle aime bien, voilà, elle aime bien lire, mais on sent que voilà, elle est un petit peu perdue. Mais à la fois, voilà, ça n'a pas l'air de lui poser, ça n'a pas l'air non plus de lui poser beaucoup de problèmes. Il y a du coup Adèle et Léonore, dans mon souvenir, Adèle prépare une thèse et Léonore et Hortense, sa cousine, elle prépare leur entrée dans une grande école de mode puisqu'elle rêve de créer des tenues de mode, d'où la présence du magazine Elle dans le colis. Et du coup, elles doivent préparer cet examen d'entrée, préparer une robe, coudre une robe chacune qu'elles présenteront à l'examen d'entrée. Et en fait, d'emblée, on sent que même si au début, Éléonore et Hortense sont soudées et cherchent vraiment à réussir ensemble, c'est leur projet de rentrer dans cette école ensemble, de passer l'école ensemble, de préparer le concours ensemble, de rentrer dans cette école ensemble. On sent quand même que petit à petit, il y a quelques tensions qui arrivent. Et dans tous les cas, d'emblée, on rentre dans ce roman très tendu, puisque c'est le genre de roman où on a la scène de fin au début, mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour arriver à cette scène. Et du coup, c'est tout l'intérêt du roman, de sentir comme ça cette pression monter. Et d'emblée, dès le début, on sent que même si c'est une tradition dans cette famille de se retrouver dans cette maison l'été, on sent que cet été-là ne sera pas comme les autres et que tout le monde a grandi, tout le monde a de nouvelles aspirations, chaque personnage commence à comprendre un petit peu le fonctionnement des autres, les rancœurs, les jalousies se mettent à table, on va dire, et voilà, c'est un peu du règlement de compte sous couvert de
Jusqu'alors, on ne disait rien. Et là, cet été, et ben voilà, les langues se délient. Éléonore, c'est un personnage absolument détestable. Elle est dédaigneuse, elle est hautaine, elle est irrespectueuse. C'est un petit peu la reine de la ruche autour de laquelle tout le monde gravite, tout le monde papillonne, tout le monde bourdonne. C'est la jeune femme qui est présentée comme voilà, une jeune femme à qui tout réussit, qui est belle comme un cœur, qui a une belle chevelure, une belle silhouette, que tout le monde rêve d'être, que tout le monde rêve de posséder, et elle le sait, et elle le fait valoir. Et voilà, et tout le monde papillonne autour d'elle, et elle papillonne aussi du haut de son piédestal. Donc vraiment un personnage, mais détestable au plus haut point, où clairement on a envie de dire, mais qui va lui fermer son clapet une bonne fois pour toutes, hein, vraiment. Donc voilà un petit peu le contexte de ce roman. Par-dessus, du coup, tous ces personnages, il va aussi y avoir l'intervention de personnages extérieurs comme Virgile Sastre, qu'elle côtoie depuis l'enfance, et Céleste Rousseau, qui va être croisée au début du roman aux abords des grilles de la villa. C'est une jeune fille qui porte un petit peu sa famille à bout de bras. Elle fait partie vraiment de la classe très populaire lyonnaise. Elle vit sous des combles. Elle est obligée de repriser des vêtements pour essayer de gagner quelques pièces pour sa famille. Et en fait, sa maison, en tout cas sa mansarde, donne vraiment sur la villa des Bel-Ami, sur le jardin. Et en fait, elle ne peut que envier, admirer cette vie qui se déroule dans la villa. Et il se trouve qu'au début du roman, un jour, elle tombe sur Éléonore qui l'incite à venir postuler pour travailler dans la maison, puisque cet été-là, il manque de personnel. Ce qu'elle va faire, et donc du coup, voilà, que ce soit Virgile ou que ce soit Céleste ou que ce soit, comment il s'appelle, Fausto Sastre, pardon, un grand nom de la maroquinerie, donc le père de Virgile Sastre. Ce sont voilà, des personnages extérieurs qui vont arriver comme ça dans cette bulle, dans ce cocon Bel-Ami, et qui vont venir aussi apporter de la substance, apporter aussi de nouveaux rouages et un nouveau mécanisme en fait dans le fonctionnement des Bel-Ami. Le rythme est effréné, mais à la fois j'ai trouvé que du coup Juliette Galliani arrivait à installer une ambiance, à installer une atmosphère qui est très chaude, qui est très orageuse, qui est entre eux un petit peu alors c'est pas la même époque, mais un peu cette effervescence des soirées à la Gatsby où les bulles sont sorties, où il y a les petits toasts, où tout le monde est très bien habillé, et c'est la haute société qui se retrouve autour de cette famille et de Serge le patriarche. Mais il y a à la fois beaucoup d'enjeux et à la fois beaucoup de frivolité aussi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance où voilà, on imagine ces jeunes filles à la fois très apprêtées, mais à la fois qui aiment badiner et courir et marcher pieds nus dans l'herbe du parc de la villa. Enfin, on sent énormément d'innocence dans leur façon d'être, et à la fois énormément de pression, de colère, d'enjeu, quoi. C'est un peu le roman entre c'est le roman de jeunes femmes qui perdent complètement leur innocence, leur frivolité, et qui ont conscience que leur avenir se joue maintenant, malgré le fait qu'elles sont issues d'une bonne famille et qu'a priori pas d'inquiétude pour elles, mais il n'empêche que la pression sociale fait que si, malgré tout, inquiétude. Et voilà, et Éléonore est vraiment la clé de voûte l'une des clés de voûte de ce roman. Et bien entendu, je ne vais pas en dévoiler plus que ça, mais il y a un moment, un rouage qui saute, un truc qui pète et qui fait que la machine déraille complètement. Et on l'attendait, ce déraillement, mais il n'est pas
là où on l'attendait. Si, mais pas totalement. Donc c'est là aussi l'intérêt quand je parle dans ma critique de Cozy Mystery, de Cluedo littéraire. Vraiment, on est là-dedans parce que c'est pas juste, on n'est pas juste spectateur de la vie rêvée sous pression de 4 jeunes femmes bien nées. C'est que derrière, il y a des mystères, il y a, comme je disais, de la rancœur, de la jalousie, de la colère. Ça se gangrène à mort et ça explose forcément au bout d'un moment. Donc vraiment, lisez ce roman, mais je suis sûre que dans tous les cas, vous êtes déjà tombé sur les avis des autres lectrices Hurlevent et que, enfin voilà, je sais que les avis sont plutôt bon. Je peux peut-être essayer de vous en lire. Lucie, entre les lignes de Lucie, le plaisir de créer, les douceurs de l'été et des vacances, la légèreté de la jeunesse, par l'évocation d'innombrables petits moments d'abord délicieux, puis humiliants, dérangeants, décevants. Juliette Galliani nous invite à prendre part à ce décor, à cette histoire complexe où se mêlent avec brio le rêve, l'amour, l'amitié, le secret, le mystère, captivant. Laura's Reading, entre rivalité, secret, coups bas et trahison, ce petit cercle privé va se révéler toxique. Préparez-vous à un récit grandiose, à une explosion de richesse et d'insouciance qui vous en mettront plein la vue avant de découvrir l'envers du décor. Enfin voilà, les filles ont adoré, j'ai adoré aussi, donc vraiment procurez-vous ce roman sans plus tarder. Ensuite, je vais un peu passer du coq à l'âne parce que j'avais pas forcément envie de parler livre, puis podcast, puis musique. En fait, je vais vous en parler dans la... Je vais faire une espèce de chronologie en fait, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu écouter, de ce que j'ai pu voir. J'ai découvert il y a peu de temps le podcast In Power que vous pouvez retrouver sur n'importe quelle plateforme, Deezer, Spotify, mais également sur YouTube puisqu'elle filme les interviews. Ce sont des podcasts qui sont hyper intéressants. In Power, comme son nom l'indique, ce sont des... En fait, la dernière question qu'elle pose à ses interlocuteurs, à ses invités, c'est: pour vous, qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir de sa vie? Et les interlocuteurs réagissent du coup à cette question à l'issue de l'interview qui, la plupart du temps, dure une bonne heure. Et il y a vraiment moult interlocuteurs. Là, dernièrement, il y a une neuroscientifique, vous allez avoir un sociologue, vous allez avoir actrice, scientifique, j'ai dit, philosophe, psychologue, écologiste, politique, vous allez avoir qui d'autre, féministe, créatrice de société, animatrice télé comme Laurie Tillman, auteur, écrivain, hommes et femmes, hein, d'ailleurs, c'est pas un podcast centré sur le féminin, mais du coup les interviews sont hyper intéressantes. J'ai écouté celle avec Léa Salamé, j'ai écouté celle avec Laurie Tillman, là j'ai commencé du coup à écouter celle avec la neuro, je sais plus si c'est une neuroscientifique ou une neuropsy, mais du coup hyper passionnant. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Il y avait une comédienne dont j'ai perdu le nom, il y a eu Louane aussi, mais ce que j'apprécie c'est que du coup donc il y a beaucoup d'interlocuteurs que moi je ne connais pas du tout, qui ne sont pas forcément beaucoup médiatisés, et à la fois il y a aussi des interlocuteurs, des invités qui sont médiatisés, mais Louise en fait les entraîne sur un chemin qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre en interview, parce qu'elle a le temps, parce qu'elle est posée, et du coup ce que j'aime bien aussi dans le podcast, c'est au-delà des questions que Louise pose sur la vie de l'enfance à l'âge adulte, le parcours et le côté aussi psychologique de chaque personnalité, c'est que du coup elle essaye aussi d'avancer ses propres convictions et ses propres valeurs, celles qui sont par exemple telles que ne pas se fier à l'apparence, prendre le pouvoir de sa vie, ne pas s'arrêter au qu'en dira-t-on, respecter l'égalité entre les sexes, enfin voilà, elle fait passer aussi ses valeurs et elle essaie d'orienter et de rebondir sur ce que disent les invités à travers ce prisme de ces valeurs qui sont féministes, environnementales, égalitaires, etc. Et vraiment, si vous ne connaissez pas ce podcast In Power, allez-y parce qu'il y a un nombre incalculable d'invités, parce que le podcast existe depuis un moment maintenant, et vraiment c'est passionnant et je n'arrête pas de me passer les épisodes les uns après les autres. Donc franchement, In Power, mais allez-y les yeux fermés, c'est un super podcast. Une application téléphonique maintenant que j'ai découvert il y a
un mois quasi qui s'appelle Presently. C'est une application qui est gratuite. Je ne sais plus du tout comment j'ai découvert cette application, que j'ai découvert en même temps que Petit Bambou, que vous connaissez, mais je vais commencer par vous présenter Presently. C'est tout simple, c'est un calendrier où chaque jour, vous allez du coup cliquer sur le jour d'aujourd'hui, ou si vous avez oublié la veille, vous cliquez sur le jour, enfin bref, vous cliquez sur le jour concerné. Et en fait, l'idée, c'est que par jour, vous allez avoir du coup une petite note. En plus, vous pouvez choisir, là je vous mettrai moi un peu le décorum que j'ai choisi, mais vous pouvez choisir voilà, des fonds et des templates un peu différents. Et en gros, chaque jour, vous allez remplir pourquoi vous êtes... Enfin, quels sont les points positifs, les choses positives que vous avez vécues dans votre journée. Pourquoi vous êtes plein de gratitude, on va dire, pour cette journée. En quoi vous êtes reconnaissant pour cette journée. Donc moi je le fais vraiment fin de journée, avant d'enlever mes lentilles et de mettre mon dentier, avant d'enlever mes lentilles, de mettre mes lunettes, j'ai d'éteindre la lumière et de mettre mon réveil, enfin là de faire mes derniers petits trucs du soir, j'ouvre mon téléphone et je remplis ça. Et c'est hyper cool parce que y a des jours où on va se coucher dans un mauvais mood parce que peut-être que la dernière action ou le dernier coup de fil ou le dernier message qu'on aura reçu va nous mettre dans un mood vraiment hyper négatif. Et en fait, de faire cet exercice, ça permet de se rappeler que non, en fait, il n'y a pas eu que des choses négatives dans cette journée, il y a eu plein de choses positives et que les choses positives qui se passent dans sa journée, c'est pas forcément des choses extraordinaires. C'est-à-dire que ma journée ne va pas être positive parce que j'ai fait un saut en parapente, parce que je suis allée au ciné ou parce que... j'en sais rien, c'est peut-être juste, vous avez rendu service à une collègue, il y en a un autre qui vous a offert un café, ou un ami qui vous a rendu service, ou vous avez eu un SMS de je ne sais pas quel ami dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps, vous avez reçu un nouveau livre, vous vous êtes fait plaisir en commandant tel article de mode, j'en sais rien, vous avez fait le ménage chez vous, enfin bref, c'est toutes ces petites choses qui font que le quotidien d'un coup, en tout cas la journée est embellie parce que on se rappelle avant de se coucher que la journée était cool parce que il y a eu ça. Mais c'est des trucs tout bêtes. Je me souviens un jour avoir mis que j'étais hyper reconnaissante par cette... J'étais hyper reconnaissante pour cette journée. J'étais hyper reconnaissante pour cette journée. J'ai un doute, bref. Parce que j'avais fait des crêpes avec mon fils le matin. C'est le truc tout con, mais de prendre le temps de m'installer à la cuisine et de faire des crêpes avec mon fils, et de me rappeler ça avant de me coucher, ça m'a mis en joie. Voilà. Donc Presently, application gratuite, vraiment hyper cool si vous voulez vous recentrer un petit peu sur ces choses positives et Dieu sait qu'on en a besoin. Autre application que j'ai découvert aussi récemment, je ne l'ai pas découvert, j'en avais entendu parler mais je ne l'avais jamais téléchargé, testé. Et d'ailleurs Presently, je pense que j'en ai entendu parler par une invitée sur le podcast In Power. Et le Petit Bambou, j'en ai entendu parler par j'ai perdu le nom, mais le créateur de l'application Le Petit Bambou qui a été invité d'In Power. Et du coup, il y a toute une partie gratuite, une partie d'essai et après une partie payante. Et pareil, en fait, je m'étais fait un combo parfait là le soir où je me faisais ma petite méditation. J'étais toute seule là dans mon lit, je mettais mon petit casque, ma petite méditation de 5-6 minutes. Après j'avais mon petit Presently à remplir et franchement je me couchais mais j'étais bien. Bref, la méditation c'est quelque chose que j'ai longtemps fait il y a un moment. J'en avais perçu les bénéfices, hein, vraiment. Là quand j'ai repris grâce à l'application Petit Bambou, de nouveau je me sentais plus posée, plus zen et j'arrivais à relativiser sur plein de choses en me disant tu sais quoi, on s'en fiche, c'est pas grave. Et vraiment, si vous avez envie en tout cas de démarrer la méditation mais que vous ne savez pas comment ni par quel bout commencer et vous vous dites mais je ne vais jamais réussir à me poser en tailleur et à vider ma tête de toutes les pensées. Alors sachez juste que il faut une grosse pratique pour réussir à faire
on-off à vous dire oh, je pense à plein de trucs, les courses, le ménage, le boulot, le mail, l'inscription aux activités, de passer de ça à je ne pense plus à rien. C'est un sport de l'esprit, d'où le podcast sur la neuropsy, les neurosciences, où elle dit qu'en gros, le cerveau est une matière comme de la pâte à modeler qui est malléable et qui est modulable, et que clairement la méditation permet de modeler tout ça. Et voilà, et donc juste pour vous dire que c'est un muscle et que du coup c'est un exercice et c'est un apprentissage de réussir à justement se couper de toutes ces pensées et rentrer dans un état de méditation. Mais quand vous y arrivez, waouh, c'est génial, c'est absolument génial. Donc bref, méditez, c'est tout ce que je peux vous dire. On va repasser sur les petits bouquins. J'ai lu et terminé le Sophie Irwin Recherche Gentleman Fortuné, édité aux éditions Kalman Levy. J'ai beaucoup aimé ce roman, qui est on va dire, un roman croisé entre Orgueil et préjugés de Jane Austen et Les 4 filles du Dr March. Je dirais ça. Je vais vous lire le résumé. Comté du Dorset, 1818, la jeune et téméraire Kitty Talbot, l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs, est dans le pétrin. Depuis le décès soudain de ses parents, elle se retrouve à la tête de sa famille, avec des dettes qui ne cessent de croître. Si une solution miraculeuse ne se présente pas bientôt, le charmant cottage des filles Talbot sera perdu et elles se retrouveront dans la misère la plus totale. Kitty n'a donc pas d'autre choix que de partir pour Londres afin d'intégrer la haute société et de se fiancer avec un homme fortuné avant que la saison s'achève. Son plan se déroule sans accroc jusqu'à ce qu'elle soit démasquée par le beau et hautain Lord Radcliffe. Dès lors, Kitty devra redoubler d'efforts pour tenir cet agaçant ennemi à distance, apprivoiser les codes de ce monde impitoyable et qui sait trouver l'amour. Une histoire d'amour délicieusement décalée avec une héroïne effrontée digne d'un roman de Jane Austen ou de Julian Fellowes. C'est son premier roman à Sophie Irwin. Les droits de traduction ont été cédés dans près de 30 pays. Elle est passionnée par les romans historiques et elle travaille dans l'édition depuis plusieurs années. Bref, un premier roman que j'ai vraiment adoré. Elle reprend les codes, comme je vous le disais, du coup de Jane Austen, des 4 filles du Dr March. C'est aussi, ça m'a aussi fait penser à cette série là. J'ai un trou et pourtant j'ai adoré cette série. Attendez. Je l'ai dans mon carnet puisque en fait j'ai prévu de vous parler de la dernière saison de cette série que j'ai regardé, les chroniques de Bridgerton. Voilà, ça fait vraiment penser à ça. Donc comme vous l'aurez compris, donc Kitty Talbot vit au fin fond du Dorset. Nous sommes au début du 19e siècle. Elle a 4... Voilà, l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs, elles sont 5, donc elle a 4 sœurs. Aucune, bien entendu, elle est mariée, c'est l'aînée. Et du coup, elle se retrouve complètement responsable de ses 4 sœurs. Des dettes, qui n'ont pas du tout été réglées avant que ses parents ne décèdent. Et la seule solution pour garder sa réputation et pour sauvegarder sa famille, c'est de trouver un mari très fortuné à Londres. Et donc du coup, bien entendu, elle débarque juste avant la fameuse saison londonienne où tout le monde cherche un époux, une épouse, et où il y a les balles, et où bien entendu tout ceci est régi par... un code bien précis. On ne fait pas n'importe quoi, on ne s'exprime pas n'importe comment, on ne parle pas à n'importe qui sans y être invité ou sans avoir été introduite. Et bien entendu, Kitty débarque de sa campagne profonde. Elle arrive, elle est hébergée chez une amie de sa maman qui connaît une partie de la haute société et du coup, objectif, trouver le larron et s'en mettre plein les poches pour sauver sa famille. Je suis un peu enrhumée. Et donc au début, voilà, elle va jeter, comment il s'appelle déjà ? Archie de Lacy. Elle va du coup jeter son évolution, le jeune Archie de Lacy, sauf que le jeune Archie de Lacy a un frère aîné très mystérieux qui, je vous le donne en mille, ressemble comme de gouttes d'eau sur son attitude, sa froideur, son côté très hautain, ce côté...
moi les balles c'est vraiment pas pour moi, j'aime pas danser, j'ai pas envie de me trouver une femme, je suis très bien seule, ressemble du coup comme deux gouttes d'eau à Monsieur Darcy, et bien entendu Kitty Talbot ressemble comme deux gouttes d'eau dans son attitude à Elizabeth Bennet, bien entendu, et c'est ça que j'ai adoré. Et donc Kitty Talbot débarque de sa campagne dans ce milieu où elle ne maîtrise absolument rien et où elle va faire des bourdes sans nom et où du coup le frère de Archie de Lacy sur lequel elle a jeté son dévolu, donc son frère Lord Radcliffe, va clairement voir clair dans le jeu de Kitty Talbot et lui dire hey, tu ne touches pas à mon frère, sinon clairement je révèle à la haute société que tu viens juste piéger l'un d'entre eux et que vraiment t'as rien et qu'il va falloir que cet homme assume 4 sœurs, enfin 5 en tout cas. Donc voilà, donc tu te détends. Et en fait ils vont faire un deal tous les deux, Kitty et Lord Radcliffe, c'est que Kitty accepte de laisser partir Archie de Lacy à condition que Lord Radcliffe, qui lui connaît énormément de monde de la haute, lui trouve quelqu'un, lui trouve un soupirant qui sera digne d'elle et capable d'aider sa famille. Voilà, c'est un très bon roman, c'est hyper cool, c'est parfait pour l'été, ça file tout seul. Si vous aimez, comme je le disais, Jane Austen, Les 4 filles du Docteur March, Les Chroniques de Bridgerton, foncez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur possible, en fait, vous adorerez ce roman. Donc voilà, vraiment très 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 bonne lecture. Série, du coup pour faire suite, c'est un peu dans la même thématique à Recherche Gentleman Fortuné, La Reine Charlotte, la dernière saison, enfin la nouvelle saison des Chroniques de Bridgerton, qui focus sur la Reine Charlotte et sur George III. La série est très courte, mais elle est émouvante à un point, donc on repart vraiment sur l'histoire de la Reine Charlotte, de son enfance, comment elle se retrouve mariée à George III, comment démarre leur relation amoureuse, ce roi George III qui était empreint d'une certaine folie, passionné par l'astrologie, et en fait on découvre, mais alors dans les chroniques de Bridgerton, ça on le perçoit pas trop en fait, l'affection qui existe entre la reine Charlotte et George III. Donc George III et dans les chroniques de Bridgerton, on sent que George III est très écarté, il est dans son monde, il ne fait pas beaucoup d'apparitions au sein de la cour. Donc bien entendu, la série consacrée à la reine Charlotte et George III n'est pas exacte historiquement parlant, mais en tout cas elle s'inspire de beaucoup de faits réels, notamment du fait que George III était passionné d'astronomie, que George III était un roi vraiment, vraiment fou, qui souffrait de paranoïa, qui vraiment, psychiatriquement parlant, n'était pas au top du top. Et ce que j'ai adoré, c'est l'angle choisi pour aborder l'histoire entre la reine Charlotte et George III, qui est vraiment non pas la stratégie historique de les marier, mais comment deux personnes qui ne se connaissent pas seulement sur portrait, à qui on dit demain tu seras dans ce château, dans ce pays que tu ne connais pas, dans le lit de cet homme que tu ne connais pas, comment du coup ces deux personnes réussissent à construire une intimité, réussissent à construire une relation nourrie de compréhension, d'intérêt, de protection, d'honneur, de fidélité. Et la relation entre la reine Charlotte et George V, mais le dernier épisode, enfin si vous l'avez vu, vous voyez ce que je veux dire. Le dernier épisode, la dernière scène, mais j'ai pleuré, j'ai trouvé ça d'une beauté que cette femme ait réussi à mener tambour battant sa famille, mais aussi tout un royaume, en ayant à côté d'elle un roi qui était dans l'incapacité de gouverner, tout en l'aimant profondément et honnêtement. Magnifique, vraiment magnifique. Donc je vous conseille, et donc pas besoin d'avoir, enfin pour moi en tout cas, pas besoin d'avoir vu les saisons, enfin en tout cas la série Les Chroniques de Bridgerton pour regarder la série La Reine Charlotte. The Crown, dernière saison aussi j'ai vu, consacrée à Lady Diana, j'ai mis du temps à m'y mettre.
Je l'ai trouvée moins bonne que les précédentes. J'ai trouvé que l'actrice qui jouait Diana était très douée parce qu'elle a réussi à atteindre un espèce de mimétisme assez fou avec ce petit regard par le bas. Enfin, on retrouve vraiment les attitudes de Lady Diana qu'on a pu voir en interview dans des reportages télé. Mais du coup, j'étais moins intéressée peut-être parce que la période abordée par cette saison, donc la période Lady Diana, le prince Harry et le prince Charles, Harry et William, peut-être une période trop proche de moi, période que j'ai vécue, que j'ai vue à la télé quand j'étais enfant. Donc du coup, ouais, je pense trop proche historiquement de moi, et du coup j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, et j'ai eu du mal à... Je sais pas, j'ai trouvé un peu moins top. J'ai regardé aussi la série The Diplomat, La Diplomate, où il est question du coup d'un... Attendez, je relis mes notes. Et voilà, c'est ça. Ça commence par un attentat sur un porte-avions anglais et dans les eaux américaines, il me semble, et la question étant de savoir qui a commandité cet attentat. Est-ce que ce sont les talibans? Est-ce que c'est est-ce que ce sont les talibans, pardon? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est le fait d'un autre pays? Est-ce que c'est un appel à la guerre? Est-ce que c'est une stratégie militaire? Voilà, et en gros, on va envoyer une femme pour démêler tout ça, une diplomate qu'on va envoyer en Angleterre, à qui on va faire comprendre que ce serait pas mal qu'elle devienne la vice-présidente. Je crois que c'est la vice-présidente ou la secrétaire d'État. Ah non, la nouvelle secrétaire d'État du président américain. Donc, moi j'aime bien hein, toutes ces séries sur la politique américaine, les stratégies politiques, surtout américaines. J'avais bien aimé la série où je perds. Comment elle s'appelait cette série? Avec le personnage qui s'appelait Carrie, qui est pareil, un peu schizophrène, qui bossait pour la CIA. Bref, je vais retrouver le nom de cette série que je vous mets là. Pareil, une autre série aussi sur le président américain. Je vous remets la fiche de la série ici que j'avais adoré, mais j'aime beaucoup toutes ces séries qui se passent Washington, la Maison Blanche, la politique internationale. Enfin bref, j'aime bien. Généralement c'est bien foutu, et pour le coup si vous aimez ce genre de série, La Diplomate, c'est vraiment hyper bien. Je suis allée voir au cinéma le dernier film de Maïwenn, la comtesse du Barry. Comment s'appelait le film? Jeanne du Barry. Qui est sorti en mai dernier. J'aime beaucoup les films de Maïwenn. J'avais beaucoup aimé le film Police. Et alors là, celui sur Jeanne du Barry, mais de toute beauté, une œuvre d'art. Pour moi, c'est plus qu'un film, c'est une œuvre d'art vraiment. Donc on revient sur l'histoire de la comtesse du Barry qui était du coup la favorite du roi Louis, si je ne m'abuse, la comtesse du Barry, Marie-Antoinette Louis XVI, donc Louis XV, qui était du coup la maîtresse de Louis XV. C'est ça, hein, je ne me trompe pas? Louis XV. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes notes? Non. C'est fou. Alors bien entendu, Louis XV, joué par Johnny Depp, qui d'ailleurs est vraiment top, qui prononce très peu de phrases. Attendez, je vais quand même vérifier parce que ça m'embête de vous dire des bêtises. Mais si, la comtesse du Barry, c'est pas Louis XIV, c'est sûr. C'est pas Louis XVI, parce que Louis XVI, c'est Marie-Antoinette. Non, c'est Louis XV, c'est sûr, c'est Louis XV. Et donc Louis XV jouait donc la comtesse du Barry, jouait en tout cas le personnage adulte de la comtesse du Barry, joué par Maïwenn. Le rôle de Louis XV joué par Johnny Depp, qui prononce peu de phrases dans ce film, mais tout est dans l'attitude, tout est dans le regard, dans les gestes, dans les échanges entre lui et Maïwenn. Moi je trouve qu'il joue vraiment divinement bien, et qu'il n'y a rien de choquant de faire jouer un roi français par un américain. Enfin
pour moi ça ne me pose absolument pas de problème. Et autant on a pu dépeindre dans de précédents films, notamment dans le film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette, où on voit bien entendu apparaître la comtesse du Barry, qui la dépeint comme une femme versatile, vénale, vulgaire. En fait, Maïwenn du coup s'est attachée à montrer la face un peu ignorée de la comtesse du Barry, qui a été mis par sa mère tôt sur le devant de la scène, puisque sa fille avait heureusement et malheureusement du coup un physique plutôt avantageux. La comtesse du Barry a compris très tôt qu'elle plaisait aux hommes, elle en a joué, et par ce fait elle a été considérée comme une femme de petite vertu, on va dire, alors que elle était plutôt sur une liberté féminine de j'aime l'amour, j'aime les hommes, j'aime entretenir, on va dire, ma sexualité. Les hommes le font, pourquoi pas moi? Et en fait, elle était très à l'aise avec ça. J'aime bien aussi dans ce film qu'on montre l'amour fou qu'il existait entre Louis XV et la comtesse du Barry, que non, ce n'était pas qu'une histoire de statut social, que non, ce n'était pas qu'une histoire sexuelle entre les deux. Et ce que j'ai vraiment apprécié par-dessus tout, c'est la façon dont Maïwenn réalise ce film. A réalisé ce film, ce sont des tableaux. Des peintres paysagistes comme on peut voir dans les musées, avec cette espèce d'aura chaleureuse d'un soleil couchant dans un arbre qui bruisse légèrement, avec les champs de blé pareil qui ondulent avec cette lumière un peu orangée. J'avais d'ailleurs noté des noms de peintres pour me souvenir, mais je crois que je ne l'ai pas. Voilà, les peintres de Barbizon, c'est vrai que ça fait penser à ça, vraiment au peintre de Barbizon. J'avais marqué que ce film, c'est une progression douce, poétique, lente, nuageuse, vaporeuse, dufteuse. On prend le temps des gestes, on prend le temps des regards, on prend le temps des paroles. Il y a certains plans où elle cadre en gros plan. Il se passe quelque chose de très simple. La comtesse du Barry qui est en train de lire un livre avec l'homme qui l'héberge avec sa maman. Et du coup, le plan commence très serré et petit à petit, mais très doucement, on a le plan qui s'élargit ou de façon complètement inverse. Beaucoup de scènes aussi qui ne sont pas gratuites, qui sont symboliques, où à un moment, alors peut-être que vous le savez déjà si vous connaissez cette histoire, mais en gros quand Marie-Antoinette arrive à Versailles, comme c'est la future reine de France, on ne peut s'adresser à Marie-Antoinette qu'une fois que Marie-Antoinette s'est adressée à nous. Et ça a fait scandale à Versailles, puisque Marie-Antoinette, encouragée par les filles de Louis XV de vraie peste, ne souhaitait pas adresser la parole à la comtesse du Barry, qu'elle considérait comme une femme, voilà, de peu de vertu, une prostituée, etc. Et du coup, la comtesse du Barry, on va dire que sa réputation, plus les jours passaient sans que Marie-Antoinette s'adresse à elle, et plus la réputation et la place à Versailles de la comtesse du Barry était remise en question. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans le film du coup de Maïwenn, dans les jardins, Marie-Antoinette finit par s'adresser à la comtesse du Barry. Et d'un coup, la joie dans le regard et dans le sourire. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez dans les jardins de Versailles, ces larges escaliers qui montent jusqu'à la terrasse de Versailles. Et ben, on voit donc Maïwenn, la comtesse du Barry, au milieu de cet escalier, qui court dans cet escalier. Et moi, j'ai vu la symbolique de... Elle était tout en bas de l'escalier où Marie-Antoinette ne s'adresse pas à elle. Donc, vraiment, elle descend dans l'échelle de la considération versaillaise. Et d'un coup, elle remonte dans l'échelle du respect, et elle regagne en fait sa place à Versailles en courant dans ces escaliers, en remontant les escaliers.
et il y a plein de scènes comme ça qui sont hyper symboliques. Bref, si vous avez l'occasion de voir ce film, moi je l'ai adoré. Un podcast réalisé par Léa Salamé pour le compte de France Inter. Apparemment, c'est un podcast qui existe depuis un moment, mais je n'étais jamais tombée dessus. Podcast qui s'appelle Femmes puissantes. D'ailleurs, il y a des livres qui sont sortis. Je crois qu'elle a fait ça sur 2 saisons estivales. Je sais pas si ça s'est arrêté l'émission ou si ça continue. Mais en gros, il y a eu 2 livres, 2 tomes, donc un tome par saison passée de ce podcast, où du coup on a la publication des entretiens. Et donc ce podcast Femmes puissantes, Léa Salamé interview, un peu comme In Power, des personnalités complètement différentes. Il y a du coup Maïwenn, il y a eu une avocate pénaliste, un colonel de gendarmerie, Anne Hidalgo, Arlette Laguier, Virginie Despentes, une chirurgienne, une femme rabbin, Marion Cotillard, Laila Slimani. Enfin, vous voyez, pas que des femmes, encore une fois, qui sont médiatisées, mais des femmes qui ont des carrières et qui ont des vies assez exceptionnelles. J'ai commencé à écouter certains podcasts, certains portraits, et vraiment le podcast Femmes puissantes, je vous le conseille parce que c'est un podcast qui fait du bien, définitivement du bien. Allez, on va changer un peu. Un livre reçu. Donc je reçois de moins en moins de livres, mais c'est voilà, de mon fait, parce que j'en demande de moins en moins, et les rares que je reçois maintenant, j'ai vraiment envie de les lire et de les apprécier. Il s'agit de Demain et demain et demain de Gabrielle Zévin. Ce roman est celui que vous attendiez de lire, donc édité chez Fleuve Édition. J'aime beaucoup la couverture, je vous lis le résumé. D'ailleurs, vous devez la connaître, cette œuvre, c'est la couverture, c'est une œuvre picturale, c'est... Il faut que je retrouve, sinon... Ah voilà, c'est ça, The Great Wave de Katsushika Okuzai. Un tableau qui est assez connu. Je vous lis le résumé. Par un après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. Sam se remettait d'un accident, Sadie venait voir sa sœur malade, et ces 2 enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. À présent étudiants, c'est un univers virtuel que les 2 amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres. Mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie de se refermer sur eux. Un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance et par-dessus tout notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Car oui, c'est une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous ne l'avez jamais lue. C'est le 3e roman de Gabrielle Zévin. Le New York Times a qualifié ce roman de captivant. Le Wall Street Journal fascinant. La grande force de Zévin réside dans son talent naturel de conteuse. Washington Post, un véritable tour de force. Glamour, ce livre n'est pas destiné à ceux qui voient la vie à travers les écrans, mais à ceux qui la comprennent à travers la fiction. Bref, ce livre me tentait vraiment beaucoup. Demain et demain et demain. Et il le sort en début août, le 10 ou le 14 ou le 15. Enfin, en tout cas, il sort en août. Voilà, pour une réception. Un livre lu maintenant et terminé et apprécié et adoré. Il s'agit du Dernier sommeil de l'ours de Sophie Jobin. On y parle d'Alaska. Et donc, quand on me parle d'Alaska, quand on me parle d'une romancière qui a choisi de vivre sur une toute petite île paumée au large de l'Alaska, je dis ce roman est pour moi, clairement. Donc il est question de Abby, qui est une femme qui a la trentaine, qui est avocate, qui a perdu son père Pierre, qui est décédé, et elle décide de prendre un jour l'avion pour rendre visite à sa mère Emma, qui du coup est une auteure à grand succès, auteure qui a décidé de vivre sa vie depuis très longtemps à Eagle Bay, qui est du coup un petit bout de terre au large de l'Alaska.
Donc complètement paumé. Vous imaginez un endroit où tous les gens se connaissent, où il faut savoir naviguer puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font en bateau, mais il faut savoir manier aussi le fusil puisque bien entendu la faune est plutôt dangereuse et dévastatrice, que pour regagner le continent et le premier hôpital c'est très compliqué. Bref, et du coup Emma, sa mère, a décidé de se terrer depuis très longtemps puisque Abby vivait elle aussi quand elle était enfant à Egelbem et elle en est partie. Son père y est mort, elle n'a pas pu assister à son enterrement et on comprend très rapidement que Emma est très malade, qu'elle n'a pas vu sa fille depuis très longtemps, que Abby a pesé le pour et le contre à l'idée de retourner à Egelbem, dont elle ne parle jamais et où elle n'est jamais retournée. Mais voilà, la culpabilité d'une fille envers sa mère est parfois plus forte que tout. Et elle décide de retourner à Egelbem pour ramener, en tout cas c'est son objectif, ramener Emma, sa mère, sur le continent, dans une ville un peu plus facile d'accès, en tout cas enfin voilà, et accès pour les soins médicaux. Sauf que du coup les retrouvailles entre mère et fille vont être beaucoup plus compliquées que prévu. Quand on dit le dernier sommeil de l'ours, clairement Emma est un ours au fond de sa caverne qui n'avait pas prévu d'être mère, qui n'avait pas envie d'être mère et qui n'a jamais réussi à être une mère pour Abby. Et Abby revient non seulement pour venir un peu en secours à sa mère, mais aussi pour obtenir des réponses sur cette attitude si lointaine, si égoïste, si isolée que sa mère peut avoir à son encontre. Et du coup, Abby vient chercher des réponses. Voilà, en Alaska. Je ne vais pas vous en dire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré la façon dont Sophie Jomain avait abordé ce sujet difficile à aborder du fameux « je ne suis pas prête à être mère, je n'ai pas envie d'être mère ». Et il y a plusieurs, enfin pour moi il y a deux choses hein, sur ce sujet. Il y a à la fois j'ai pleinement conscience que je ne veux pas d'enfant, que je ne veux pas être mère, que ce n'est pas un rôle que je veux jouer. Donc je décide de ne pas avoir d'enfant. Et il y a aussi, et je pense que c'est la pire des choses, parce que quand on sait qu'on ne veut pas être mère, c'est pleinement assumé et on le sait et on assume ce choix, peu importe que les gens le comprennent ou pas. Mais là du coup on est sur un autre cas qui est j'ai envie d'être mère, j'ai envie de faire l'expérience d'être mère, mais une fois l'enfant là, je n'arrive pas à être sa mère, je n'arrive pas à trouver la fibre maternelle en moi. Cet enfant réveille en moi mes pires côtés, et ça du coup c'est hyper dur à vivre parce que l'enfant est là et on pensait réussir à vivre une certaine maternité épanouie, mais on n'y parvient pas. Sauf que l'enfant est là. Et du coup Sophie Jomain arrive vraiment avec beaucoup de finesse et beaucoup d'émotions à travers ces personnages, à travers ce territoire hostile, à aborder très doucement et très joliment et en toute conscience et en toute honnêteté la situation de ces mères qui ne trouvent pas leur maternité et qui le disent. Je n'y arrive pas, je ne peux pas, je ne veux pas. Et franchement, bah, c'est cool quoi. Vraiment, c'est hyper cool et c'est hyper bien abordé dans ce livre, donc le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain. Je regarde si je vous y ai tout... Voilà, j'ai noté que c'était un roman qui abordait du coup les thèmes de la nature, de l'entraide, de l'isolement, de la maternité, de l'amour, des racines, des secrets, de l'éternité, les non-dits, le côté introspectif aussi. J'ai marqué avoir eu la gorge qui se serrait à de nombreuses reprises, le cœur au bord des lèvres, on ressent la rudesse, le manque d'amour éprouvé par Abby, les silences, l'absence, la difficulté d'exprimer aussi tout ça, de ne
pas savoir. Emma est une femme qui va plus facilement claquer une porte ou en tout cas avoir des réflexions acerbes plutôt que de laisser place à une émotion positive, une confidence par exemple. Et j'ai marqué ça, j'ai fini ce roman en écoutant le dernier album de Ben Harper qui s'appelle Wide Open Light. Et je marque, et je m'imagine devant la cheminée d'Emma au fin fond de l'Alaska, un plaid sur les genoux et un chien à mes pieds, une tasse fumante dans les mains avec une larme de whisky. Et vraiment, si vous lisez ce roman, essayez du coup d'écouter le dernier album de Ben Harper, donc Wide Open Light. Et vraiment, j'ai encore plus apprécié ce livre et la fin de ce roman en écoutant cet album. Voilà pour une lecture terminée. Série que j'ai vraiment adorée, et je pense que, étant donné qu'il y a 7 saisons, 8 saisons, je suis clairement arrivée, ou 5, bref, il y a beaucoup de saisons, je suis arrivée après la bataille, c'est Working Mom, que j'ai littéralement dévoré de chez dévoré. J'ai adoré le personnage. C'est une série déjantée, c'est une série sur 4 mamans qui ont 4 profils différents. On a la femme hyper ambitieuse qui a 2 enfants, qui aime ses enfants, mais qui est très très contente de retourner travailler, qui a envie de gravir les échelons, qui a envie d'assurer au boulot et qui n'a pas forcément envie que sa vie familiale empiète sur son boulot. Il y a la mère qui est psychologue, mais qui a clairement un gros pet au casque elle-même et qui a un gros problème relationnel avec sa fille. Il y a une petite nana toute jolie qui est à fond sur la drague et qui en fait est dans une situation où elle vient d'avoir une petite fille. Elle n'arrive absolument pas à créer de relation avec sa petite fille. C'est elle qui va travailler, c'est son conjoint qui reste à la maison, conjoint qui lui arrive à créer une belle relation avec sa fille, et du coup elle se sent vraiment en retrait de ce trio qu'elle n'arrive pas à former avec sa fille et son mari. Et il y en a une autre, Frankie, qui est une femme du coup lesbienne, qui a une petite fille avec sa conjointe, et elle est agent immobilier, et elle fait moitié une dépression un peu postpartum et vraiment elle ne se retrouve absolument plus dans sa vie, dans son couple. Elle pète des câbles littéralement, enfin de toute façon les 4 pètent des câbles littéralement, et en gros c'est la vie de ces 4 mamans entre le boulot, son mec, sa vie de femme à soi, tracas du quotidien, la thune, les déménagements, les enfants qui parfois nous font péter une durite, et c'est comment ces 4 femmes arrivent avec beaucoup d'humour, beaucoup de bêtises à se dire ça va en fait, allez juste vous faire un et puis lâchez-nous les basques. Et c'est drôle, mais c'est tellement drôle. La réalisatrice de cette série est aussi l'actrice principale qui joue du coup une business woman pleine d'ambition, qui travaille pour une société de communication. Et vraiment, allez-y les yeux fermés parce que c'est une trop bonne série. Je regarde ce que j'avais marqué. Ah oui, c'est des mamans voilà, qui se retrouvent aussi très régulièrement. C'est un peu leur point de chute, et c'est là qu'elles se sont rencontrées pour la plupart dans un groupe de paroles de femmes post-accouchement. Et voilà, elles parlent d'allaitement, mais pas que, et animées par une nana pareil, hyper drôle, qui vraiment se refait faire le cul, qui a deux garçons, mais ingérable, enfin bref, c'est hyper drôle. Voilà, j'ai adoré Working Mom. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui m'avait occupé ces derniers temps d'un point de vue culture et divertissement. C'est vrai que j'ai eu peu l'occasion de lire ces derniers temps, puisque je prépare une épreuve sportive qui a lieu fin août. C'est la première épreuve sportive à laquelle je vais participer. Depuis mon dernier accouchement, je n'avais pas vraiment repris le sport de façon intensive, et clairement pour préparer cette petite épreuve, on n'est pas non plus sur un triathlon, faut pas exagérer. Il a fallu que je me remette vraiment, mais très activement au sport, et donc je fais quasi 4 à 5 séances de sport par semaine, et les séances en montagne sont plutôt longues et plutôt
avec l'altitude et tout, enfin voilà, plutôt costaud. Donc voilà, ce qui fait qu'avec l'organisation familiale, soit je fais ça sur ma pause déj, soit je fais ça le soir, et sur des moments du coup où j'avais l'habitude de lire. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, n'hésitez pas à me donner voilà, des conseils de podcasts, de lecture, de musique, de films, de séries, je suis preneuse. Je vais aller voir bientôt, je crois qu'il passe par chez moi dans pas longtemps, Barbie, le film qui est sorti. J'ai vraiment envie d'aller voir ce que cette Greta a pu faire de ce personnage qui a clairement marqué mon enfance et une partie de ma jeune adolescence. Et voilà, je suis curieuse de voir ça. Il y a plein d'autres films que j'avais très envie d'aller voir, mais manque de temps comme d'habitude. Mais bon, bref, je suis preneuse de tous les conseils, de tous vos avis. Et voilà, j'espère que vous allez bien. C'était vraiment un vrai petit plaisir là, pour le coup, de prendre la caméra. Je vais essayer de monter tout ça dans la foulée. Et dans tous les cas, je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de belles vacances. Si vous êtes au travail, bon courage. Et dans tous les cas, de belles journée à venir. À plus!